Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui traite de la parentalité, du couple, de l'amour, du développement personnel, sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous recevons Gilbert Grezet, qui est pasteur, qui est aussi responsable du département famille à la Fédération adventiste de la Suisse romande et du Tessin, qui a une formation, plusieurs formations même. Tu peux nous en dire un peu plus, en quelques mots? Oui, j'ai suivi des cours dans des instituts laïques. L'un, c'est l'IFG, l'Institut de la famille à Genève. L'autre, c'est l'IECF, l'Institut d'études du couple et de la famille, également à Genève. Alors, bienvenue Gilbert. Merci. Aujourd'hui, on va traiter un thème qui, à mon avis, intéresse le monde entier, je pense. Modestement. Voilà, c'est vrai. Il faudrait une vie entière pour en parler, pour en faire le tour, si on arrive à en faire le tour. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Eh oui, l'amour. l'amour. Un grand sujet qui inspire les grands poètes, les grands chanteurs. Sujet de nombreuses discussions entre filles et entre garçons, avouez-le, allez. Allez, on en parle aussi, bien sûr. L'amour ne cessera jamais d'être décortiqué. Mais la question aujourd'hui qu'on va se poser, d'abord, pour commencer, c'est quoi l'amour? Aujourd'hui, quand on se pose une pareille question, le plus simple, c'est d'ouvrir nos ordinateurs, de mettre en marche un moteur de recherche et puis de taper « amour » dessus. Si vous tapez « amour » sur un moteur de recherche, eh bien vous allez avoir, je l'ai fait encore ce matin pour me préparer à l'émission, 479 millions de résultats en 0,61 secondes. Et si vous mettez « love », alors vous obtenez 11 milliards 670 millions de résultats en 0,66 secondes. C'est vous dire si le sujet passionne, si on se pose des questions. Et j'ai trouvé quand même assez intéressant cette petite réflexion, c'est que si on met « woman », on arrive, malheureusement pour vous, que à 3 milliards 200 000. Ça veut dire qu'on a environ 4 fois plus de recherches et de résultats sur « love » que sur woman, ce qui montre qu'on s'intéresse quand même à l'essentiel. Après, les femmes, j'ai même pas mis man, il faudrait que je regarde, mais je sais même pas si on arrive à 1 milliard. Bref, quand on cherche là, on va trouver des définitions. Définition sortie de Wikipédia dit « L'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. » Imaginaire aussi. Oui. Ça va sur tous les plans. Hein. On en parlera d'ailleurs, je vous parlerai d'un mot bizarre qui s'appelle l'érotomanie, mais ce sera plus en fin d'émission. Mais effectivement, on peut avoir une proximité imaginaire avec un objet ou un être aimé. Mais vous sentez bien où on va. L'amour, c'est un sentiment qui nous pousse à avoir envie d'être proche de celui ou de celle qu'on aime. La grande question qui fait beaucoup débat quand même, si j'ose dire, c'est comment on choisit le sujet de notre amour? Comment est-ce qu'on tombe amoureux? Est-ce qu'on choisit déjà? Partiellement oui, mais il faut reconnaître que ce choix est un peu une folie irrationnelle. Je crois savoir que tu es mariée. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as pris soin d'observer les 4,5 milliards d'hommes avant de choisir celui qui est devenu ton mari? Non, je n'ai pas eu le temps pour tout ça. Donc, voilà, les circonstances, c'est des fois incroyable. Je ne connais pas ton histoire, mais il suffit d'un rien dans la vie de quelqu'un pour qu'on soit en lien avec une personne, alors qu'on aurait pu passer à côté sans qu'il ne se passe rien et on ne l'aurait peut-être pas épousé ou on n'aurait peut-être pas fait notre vie avec cette personne. Donc il y a quand même une part immense de hasard. Les croyants pourront dire, on a remis ce sujet dans la prière envers notre Dieu. Il n'y a pas de hasard, il y a Dieu qui dirige des choses. Je me rappelle d'avoir quand même entendu une fois une histoire étonnante. Un étudiant, futur pasteur, se préparait à partir en mission. Mais on lui a dit, si tu veux pouvoir partir en mission, tu dois être marié. Il a dit, ok. Je sors du bâtiment, la première femme que je croise, ce sera ma femme. Oh, quelle folie! Et il s'est marié avec elle. C'est pas vrai. Mais oui. Il a été jusqu'au bout. Et la femme a accepté en plus. Et ils sont tombés amoureux, ils ont vécu une belle vie de couple. C'est juste incroyable. Ouais. Mais avant de parler de ça, j'ai envie de nous demander pourquoi tombe-t-on? Avant de se demander comment, c'est pourquoi. Parce qu'il y a un besoin au fond de nous. Un besoin qui n'est pas forcément prioritairement celui d'aimer quelqu'un d'autre, mais notre besoin, et je pense que les internautes vont très bien comprendre la différence, on a d'abord le besoin d'être aimé.
Et on sait bien toute l'importance de l'amour parental que l'on reçoit quand on est petit. Il y a eu de sinistres expériences faites, sauf erreur, en Russie, dans des orphelinats, où on avait mis à l'époque des enfants en orphelinat juste nourris, très bien nourris, et d'autres enfants qui bénéficiaient... C'était tous les orphelins. Alors certains, on les a seulement nourris, et d'autres, on les a confiés à des nourrices. Mais la différence de développement était évidente. Le besoin d'être aimé est essentiel. D'ailleurs, Jacques Lacan, psychiatre français relativement connu, a écrit « Aimer, c'est essentiellement vouloir être aimé ». Ce qui fait beaucoup réfléchir si on y pense, parce que quand j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, j'ai eu l'impression que moi, je l'aimais. Mais peut-être que ce sentiment que j'avais au fond de moi, si j'avais pu l'analyser avec finesse, m'aurait révélé que j'avais envie d'être aimé par elle. Et que c'est pour ça que je manifestais un certain amour envers elle. Donc c'est d'abord égocentrique, l'amour? Ça fait un peu mal de le dire, mais il est possible que le pur sentiment altruiste... Alors ce sera peut-être un autre amour, et ça, mes références de théologiens me remontent à l'esprit. Il y a un amour qu'on appelle agapé, peut-être vous connaissez ce mot, qui est un amour sublime, un amour généreux, un amour altruiste. Alors celui-ci, je ne dirais pas qu'il est égocentrique, mais peut-être que quand on est dans l'amour sentimental, il faudrait essayer de faire la part des choses entre ce que j'aime vraiment ou ce que j'investis pour être aimé en retour. On sait d'ailleurs qu'on a besoin de quelqu'un en face de nous. Il y a un exemple bien connu de celui qui s'aimait tout seul. Je ne sais pas s'il te vient à l'esprit, il se regardait dans un miroir ou dans la surface de l'eau. Voilà, Narcisse. Et Narcisse n'aimait personne d'autre que lui. Mais ça finit dramatiquement, son histoire. On nous dit qu'il s'est noyé dans son propre reflet. Ça veut dire que s'aimer soi-même est insuffisant, n'apporte pas ce dont on a besoin. Alors du coup, c'est Albert Camus qui écrit dans L'Exil et le Royaume à propos d'une femme, surtout, elle aimait être aimée. Et il l'avait submergée d'assiduité, à lui faire sentir si souvent qu'elle existait pour lui, il la faisait exister réellement. C'est beau, mais c'est assez impressionnant parce qu'on se rend compte que derrière le simple mot « je t'aime » ou derrière l'amour, il se cache des processus qui touchent au très fond de notre être qu'on ne mesure pas tellement, qu'on ne maîtrise pas tellement. Oui, il y a une chanson qui dit, quand on dit « je t'aime », en fait, on pose la question « est-ce que toi, tu m'aimes » ? Ce serait dans le même sens, absolument. C'est exactement ça. Je me permettrai, je ne peux pas nier mon rôle de pasteur, on ne te demande pas, non, je me permettrai d'ouvrir une petite fenêtre spirituelle. Les chrétiens ont l'habitude de dire, enfin c'est sorti de leur Bible, Dieu est amour. Du coup, c'est très intéressant parce que le chrétien qui reconnaît un Dieu qui est amour, reconnaît un Dieu qui fait exister. Si l'amour, c'est faire exister l'autre, si Dieu est amour, il fait exister l'autre, les autres. Il est donc automatiquement créateur. Et dans l'autre sens, moi-même en tant que chrétien, je reçois un cadeau ineffable de ça. C'est que je suis aimé par Dieu. Donc je ne peux pas dire que je suis aimé par personne. Des fois, il y a des gens qui disent « personne ne m'aime ». Alors, peut-être c'est un ressenti, je ne veux pas nier les ressentis des gens, mais objectivement, cette personne pourrait tenter d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a au moins un Dieu qui l'aime. C'est pas n'importe qui en plus. Et c'est pas n'importe qui. En français, dans la langue française, je réagis un peu par ce que tu dis en grec, il y a l'amour, agapé, etc. Ouais. Dans la langue française, il y a cette particularité qu'il n'y a pas dans d'autres langues, où aimer, tu peux aimer le chocolat comme tu peux aimer ton épouse et ton époux. Donc, il y a pas Dieu. Et ton Dieu. Il n'y a pas de nuance. Mais il y a pourtant des nuances dans l'amour. Bien sûr. Est-ce qu'on arrive à classifier et différencier ces différentes formes d'amour? Oui. Et je ne vais pas parler de l'amour du chocolat. Même en tant que Suisse, je vais m'abstenir. Parce qu'on se doute bien que ce n'est pas de l'amour. Oui. On peut même dire « j'adore le chocolat » en français, ce qui paraît un peu exagéré quand même. Mais on ne va pas parler de ces choses-là, où on sent que c'est quand même plus le sentiment. Par contre, le sentiment d'amour lui-même peut se classer en différents amours. Le premier qui vient à l'esprit, c'est l'amour familial.
Et il y a beaucoup de gens qui disent « moi j'aime ma famille ». Ce serait intéressant de leur poser la question. Vous aimez votre famille parce que c'est un principe d'aimer sa famille et que vous êtes bien dans un cocon familial uni, ou est-ce que vous aimez les différents individus qui composent votre famille? Et ça, c'est déjà différent. Parce que quand j'aime un individu, je tiens compte de qui il est, je tiens compte de sa personnalité. Dans l'absolu, je pourrais dire, il y a des gens qui aiment la famille, mais qui n'aiment pas les membres de leur famille. Et ça fait déjà réfléchir un peu plus loin. Le deuxième amour, c'est l'amour sentimental, la relation amoureuse. C'est vrai que c'est un amour différent. Je peux aimer mes parents. Si je suis parent, je peux aimer mes enfants. Mais si j'aime mon conjoint, en principe, on sent que c'est une couleur différente. Il y a quelque chose de plus intime, de plus personnel, de plus relationnel. Et ça, c'est la relation amoureuse. Et elle est rigolote, cette relation amoureuse, parce qu'elle nous fait faire des choses étranges. Tout d'un coup, on écrira des phrases comme « Mon cœur ne peut battre sans le tien », ou bien on dessinera des petits cœurs tout roses, et puis on aura l'impression que tout va très bien. Alors que si on regardait ça avec un peu de recul, on se dirait « Non, mais on fait quoi là ?» Et pourtant, c'est ça, c'est la relation amoureuse, c'est un côté assez extraordinaire de l'amour quand même. Si on redescend un étage en dessous, on va parler de l'amour qu'on a pour nos amis ou pour des collègues de travail. Alors là encore déjà le mot amour, on sent que c'est plus tout à fait le même. Hein. On nuance souvent, j'aime beaucoup. Et voilà, on sent que c'est une relation différente. Mais c'est quand même quelque chose de très important. C'est quand même de l'amour. C'est une forme d'amour. On va appeler ça plutôt de l'amitié ou une bonne collaboration avec les collègues. Mais c'est, si ça fonctionne bien, un endroit dans lequel on se sent aimé, apprécié pour ce qu'on fait, ou bien nous, on aime. Vous savez la définition d'un ami? Non. Un ami, c'est quelqu'un qui te connaît bien et qui t'aime quand même. C'est joli ça. C'est pas mal, hein? Et puis après, si je descends encore d'un étage, il y a ce qu'on appelle les relations éphémères, c'est-à-dire les personnes que je croise. Je vais au supermarché, je mets ma marchandise, la caissière me dit « Bonjour monsieur ». C'est une toute petite relation, on ne peut pas dire qu'on va aimer la caissière, mais ce sera quand même différent d'avoir une caissière qui nous dit bonjour monsieur ou madame, bien évidemment, avec le sourire, que d'avoir quelqu'un qui est encore sur son téléphone et puis qui ne nous regarde pas, puis qui passe les articles sans lever les yeux vers nous. On aura quand même un sentiment différent. Donc il y a aussi une petite part d'amour, même dans cette relation éphémère. On peut classer une forme d'amour. Là, on a vu le beau côté de l'amour, fleur bleue, l'amour romantique, l'amour qui fait écrire des mots et fait faire des petits cœurs. L'émission, c'est Famille sans tabou, donc on va aller quand même droit au but. On va creuser un petit peu parce que c'est beau, mais c'est très difficile d'entretenir une relation d'amour. On sait qu'il y a beaucoup de choses difficiles à gérer quand on est dans une relation. Alors, quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés quand on est dans une relation d'amour? Et surtout, est-ce qu'on peut y remédier? Alors, on va déjà essayer de les lister. Les oreilles sont grandes ouvertes. On va déjà essayer de lister les problèmes et de voir s'il y a des remèdes possibles. Alors, les remèdes, les problèmes, on pourrait les classer en 3 grandes catégories. Il y a des problèmes dans l'amour par carence, c'est-à-dire pas assez d'amour, manque d'amour. Il y a au contraire, et ça existe aussi, des problèmes dans l'amour liés à un excès d'amour. On en reparlera. On peut aimer trop. Oui. C'est-à-dire qu'on peut aimer de façon emprisonnante. On peut aimer mal, en fait. On peut aimer mal. Oui, c'est ça. Et puis, troisième difficulté dans l'amour, c'est quand il y a des conflits tout le temps. Et vous avez parfois rencontré des gens qui disent s'aimer beaucoup, mais qui n'arrêtent pas de se chamailler, de se quereller. Et parfois, assez intensément, assez violemment. Alors, parlons tout d'abord des carences. Les carences, j'ai envie de dire une chose. Quand on est aimé, on découvre en général ça par ses parents quand on est petit. Ça va être difficile d'en arriver à un stade où on devra apprendre à vivre sans cet amour-là, soit parce qu'on s'est distancé de nos parents, soit peut-être parce qu'ils sont décédés. Renoncer à quelque chose qu'on a eu et qu'on n'a plus, c'est déjà une difficulté énorme. Mais renoncer à ce qu'on n'a pas eu, c'est peut-être presque impossible. Donc si on n'a pas été aimé,
ça pourrait entraîner une carence incomblable ou qu'on n'arrivera pas à réparer. D'où l'importance d'apprendre à aimer et à être aimé dès son plus jeune âge. On revient souvent à ça dans cette émission. Beaucoup de choses se jouent dans notre enfance. Et quand même, oui. D'où le rôle vraiment important que les parents soient bien conscients des responsabilités qu'ils ont envers leur enfant. Oui, tout à fait juste. Surtout que ça fonctionne un peu comme une spirale, c'est-à-dire que quand on commence à aimer, on est aimé en retour, on aime encore plus, on est encore plus aimé en retour, et tu vois, ça progresse sans fin. Alors que si on part avec une spirale inverse dans le négatif, ça crée un tourbillon dans lequel on peut se noyer et l'image n'est pas vaine. Oui, donc ça forcément, c'est vraiment problématique. Dans l'amour conjugal, il y a un drame qui se cache derrière la carence d'amour, c'est les femmes battues. Les hommes battus, ça existe, 5% des cas de violence conjugale, 95% ce sont des femmes. Et pourquoi est-ce qu'elles n'abandonnent pas tout de suite? Si tu réponds à cette question, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, à commencer par moi. Le problème d'une femme battue, c'est qu'elle préférera la relation avec l'homme qui la bat que pas de relation du tout. Donc c'est le manque affectif qui fait, même dans ce petit peu d'amour qui est mal exprimé, qui n'est pas exprimé. Non, est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour? Est-ce que la personne qui bat aime? Alors là encore, c'est presque impossible à répondre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aime absolument mal. Et même comme ça, la femme, elle accepte. Mais pourquoi elle ne quitte pas? Elle reste. Et il faut des médecins ou des psychiatres qui lui disent « Maintenant, vous devez partir de là. Parfois, votre vie est en danger. » Et on sait qu'en France, il y a environ tous les 3 jours une femme qui décède sous les coups de son conjoint. C'est énorme. La statistique doit être la même en Suisse, pas une fois tous les 3 jours parce qu'on a 10 fois moins de population, mais la proportion, c'est ça. C'est juste ahurissant quand on y pense. Oui, tout à fait. Mais pourquoi elle reste? Parce qu'elle n'a pas envie de perdre l'amour, le petit lumignon qui fume encore, on n'a pas envie de le perdre. C'est pareil pour les enfants battus envers leurs parents, souvent ils restent loyaux. C'est incroyable. Les conséquences sont quand même dramatiques parfois de ça. Il y a des gens qui en arrivent au suicide, à la drogue, à l'alcoolisme, même parfois à des sports extrêmes où leur vie est en danger, parce que pour eux, il n'y a rien à perdre. Quand on ne se sent pas aimé, c'est la catastrophe. Les excès d'amour, ça vaut la peine d'en parler aussi, parce qu'ils se manifestent souvent par des jalousies et des violences qui vont avec. Et c'est terrible parce que ces jalousies peuvent être emprisonnantes au point que des gens perdent toute leur personnalité. Ils sont sous la coupe de quelqu'un qui les aime trop, j'ai envie de dire qu'il les aime mal. Ouais, plutôt. Oui, mais oui, parce que... Extérieurement, on dirait trop, mais quand on s'approche et on regarde un peu plus, c'est plutôt mal. C'est plutôt mal, c'est emprisonnant, et là, il faut pouvoir s'échapper de cela. On sait, aujourd'hui, c'est un mot un peu à la mode, mais les manipulateurs pervers, narcissiques, t'en parler, voilà, sont des gens qui aiment non pas la personne en face d'eux pour ce qu'elle est et pour la relation qu'ils peuvent développer avec cette autre personne, mais qui aiment dans le but de manipuler et de dominer intellectuellement, peut-être même spirituellement et physiquement l'autre qui est en face d'eux, et ils ne se sentent bien que dans cette domination. Ça ne va pas aller. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a ce profil va automatiquement être attiré vers quelqu'un qui justement n'a pas beaucoup, est en manque d'amour et qui est en carence et qui du coup ça peut. Va rester... On connaît des exemples, hélas, de personnes qui ont été victimes d'un premier manipulateur et qui vont réussir à s'en sortir et qui retombent sur une même genre de personnalité. Après, troisième aspect des difficultés dans l'amour, c'est les conflits. Alors, les conflits peuvent avoir 2 grandes origines. L'une, on vient d'en parler un peu, ce sont les jalousies, qui peuvent être pathologiques, mais il faut aussi savoir une chose, il y a souvent anguille sous roche. C'est-à-dire que, je connais une histoire, un cas réel, d'un monsieur à Paris qui était sûr que sa femme le trompait. Et il a questionné sa femme tout le temps. Ils avaient une grande fille, et devant la fille, ça ressortait tout le temps, etc. Et la mère disait à sa fille, ton père est fou. Et à un moment donné, les parents vont déménager sur Bordeaux, la fille reste à Paris pour la fin de ses études,
Et quand ils sont à Bordeaux, une fois, la mère téléphone à sa fille et dit « J'ai enfin réussi à faire interner ton père avec ses problèmes de jalousie, j'en pouvais plus. » Et la fille se dit, il faut que j'aille une fois visiter ma mère. Elle arrive à Bordeaux en surprise et vous devinez, elle trouve sa mère avec un autre homme qui était son amant déjà depuis Paris. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, la mère avait désinformé le mari tout le temps. Elle lui avait fait croire des contre-vérités. Et lui, il entendait ces contre-vérités, mais il ressentait au fond de lui qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on l'a fait passer pour fou. On parle du sixième sens? Oui, peut-être. Chez un homme aussi, pourquoi pas. Mais indépendamment de ces problèmes de jalousie, alors il y a une source de querelle dans l'amour beaucoup plus fréquente, c'est les problèmes de frustration. Et très souvent, on devient agressif dans une relation avec son conjoint, mais avec d'autres personnes aussi, quand on a le sentiment qu'on n'est pas payé en retour des efforts qu'on fait soi. Les problèmes de frustration sont énormes. Et on va critiquer l'autre pour tout. Et quand on entre dans cette dynamique, il n'y a plus rien qui pourra nous satisfaire. On va avoir tout le temps le sentiment que l'autre ne fait pas ce qu'il faut, n'est pas comme il faut, ne nous aime pas. Et c'est terrible parce que quand on tourne là-dedans, on a des fois de la peine à s'en sortir. Alors, on va vouloir arrêter. Parce que là où on arrête, on n'attendra plus rien. Et si on n'attend plus, on n'est pas frustré. C'est pour ça que parfois, dans des divorces, des gens se séparent en se disant « je suis mieux tout seul que mal accompagné ». Pourquoi? Parce que tout seul, on n'a plus d'attente. Alors avant d'en arriver là, on va essayer de se demander quel remède on peut essayer de mettre en place. Positif. Voilà. Alors, rappelez-vous ce qu'on disait assez en début d'émission, la citation de Lacan qui disait « aimer, c'est vouloir être aimé ». Alors à nous d'apprendre à créer un équilibre là entre deux. Parce que aimer, ça veut dire aller vers l'autre, reconnaître sa personnalité. Dans le milieu chrétien, on connaît bien le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. On apprend à aimer l'autre comme il a besoin ou envie d'être aimé. Pas comme... Moi, je pense qu'il faut aimer. Voilà. Moi, j'aurais le sentiment d'être aimé, j'invente une chose, si on me fait un cadeau. Mais peut-être que ma femme a le sentiment d'être aimée si je lui rends un service. Du coup, je peux arriver tous les jours avec un cadeau, je vais me ruiner, ça ne servira à rien. Alors que juste si je prends un linge pour l'aider à essuyer la vaisselle, elle va se sentir aimée. Donc, aimer pour donner à l'autre le sentiment d'exister. Et puis, valoriser ce qu'on appelle l'identité sexuée du conjoint. Ça, c'est un aspect que développe Robert Neubourger, psychiatre et psychothérapeute de famille français que je recommande. Il a écrit plusieurs livres. Valoriser l'identité sexuée du conjoint, ça veut dire permettre à ma femme d'être femme et que ma femme me permette d'être homme. Et chacun a son rôle. Chacun a son rôle, ses rôles spécificités qui peuvent être différents. Et la société d'aujourd'hui nous pousse à pas mal de souplesse sur le domaine. Ouais. Mais n'empêche que dans mon couple, il y a certains aspects, c'est mon domaine, d'autres aspects, ce sera le domaine de ma femme. Et du coup, à chacun de mettre en valeur là où le conjoint est efficace, performant, où il est beau ou belle, enfin toutes ces qualités-là. Et puis il y a peut-être un point qu'on doit dire aussi au XXIe siècle, qui était peut-être automatique jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est que la fidélité en amour n'est pas une base. Elle est encore dans les, je dis contrat de mariage, je ne sais pas si on doit dire encore comme ça aujourd'hui, mais dans ce qu'on dit devant l'officier d'état civil ou devant le pasteur à l'église. Mais dans la réalité, c'est plus une base sur laquelle s'appuyer, c'est au contraire un fruit à faire développer quand notre relation d'amour grandit. La fidélité, c'est un fruit, ce n'est pas une base. Beaucoup de choses très intéressantes qui sont là, qui nous aident à comprendre un peu mieux ce que c'est l'amour, ce qu'on peut en attendre et ce qu'on doit aussi donner. On doit arriver à la conclusion. Est-ce que, en une phrase, s'il fallait retenir une chose de tout ce que tu as dit de cette émission, si tu as envie de transmettre une chose, un conseil, une idée, qu'est-ce que tu dirais ? Alors je crains qu'on ne prolonge l'émission d'1 ou 2 minutes parce que j'avais promis au début, et on n'en a pas reparlé, j'avais parlé d'érotomanie. Vous savez, cet amour imaginaire. Alors, j'aimerais pas frustrer les auditeurs qui peut-être se sont dit il va parler une fois d'érotomanie. L'érotomanie, c'est quand on imagine un amour avec une personne, souvent une célébrité, mais qui ne nous connaît pas.
Et ça peut conduire parfois à des drames. Il n'y a pas longtemps a paru une émission sur Mylène Farmer, Sans contrefaçon, c'était le titre de l'émission. Et elle raconte, c'est une chose incroyable, qu'un de ses fans en est arrivé à tuer le réceptionniste des studios où elle enregistrait parce qu'il voulait absolument aller rencontrer Mylène Farmer et on lui a dit elle n'est pas là et lui voulait pas croire et il a tué le réceptionniste. C'est une histoire vraie, c'est pas un... Et c'est absolument fou, c'était en 1991. C'est une maladie. C'est une maladie. On s'invente un amour imaginaire avec quelqu'un. Et si la personne ne nous connaît pas ou ne le reconnaît pas, on va dire « Ah, mais c'est qu'elle veut le garder secret, juste entre nous. » Ah oui, c'est vraiment une maladie Ah, c'est psychologique. une maladie psychiatrique. Mais Ça existe. C'est dire que des amours imaginaires peuvent exister. Mais c'est pas ça qu'on va retenir. Mais ça se soigne à l'hôpital, on est d'accord. C'est Oui. pas... Ouais, ouais. Ok. Merci de ne pas avoir oublié d'avoir parlé de ça, c'est vrai. Revenons donc à notre élément essentiel à retenir de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Alors je me permettrai de citer un verset biblique en conclusion, mais il est tellement universel que je crois qu'on va me pardonner cette incursion du côté de la Bible. Romains 13, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13 et au verset 8. « N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi divine. » Il n'y a pas de plus belle invitation. Aimer les autres, faire attention à eux, apprendre à les aimer, grandir dans l'amour. Voilà peut-être ce qu'on pourra retenir. Tout un programme Certes. pour toute une vie. Oui, oui, On n'a absolument. jamais fini. On n'a jamais fini. On a l'éternité au sens spirituel du mot. Tout à fait, super. Très belle conclusion. Merci beaucoup Gilbert. De rien. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses, notamment comment c'est Érotomanie. érotomanie, je ne connaissais pas Ça s'appelle aussi syndrome de Clérambault. D'accord. Voilà. Mais au-delà de ça, j'espère que vous avez appris bien d'autres choses. Comme l'a conclu Gilbert, aimons. Nous avons toute la vie, toute l'éternité pour cela. Alors c'est ce qu'on vous souhaite avec Gilbert, d'aimer et d'être aimé. On se revoit bientôt pour un nouveau numéro de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.